Enfin, dernier article de la DDHC, l'article 17, qui dit ceci, et qui traite de l'expropriation. La propriété étant un droit inviolable et sacré, encore un, nul ne peut en être privé si ce n'est que lorsque la nécessité publique légalement constatée, lorsque cette nécessité publique l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'achève donc ainsi sur un fleuron de la vieille plaisanterie où un droit inviolable et sacré est affirmé dans une première proposition, puis immédiatement démenti dans la proposition suivante. Mais le problème, c'est surtout que la DDHC ignore délibérément le fait qu'un principe constitutionnel fort comme la propriété, par exemple, ne peut être contredit que par l'énoncé d'un autre principe, lui aussi constitutionnel, et pas par la loi ordinaire, sinon ce n'est plus un principe, et encore moins un principe inviolable. C'est QFD, comme dirait M. Spinoza. Or, une nécessité légalement constatée, cela veut dire, objectivement que c'est la loi ordinaire qui va décider des règles de l'expropriation et que c'est une commission de fonctionnaires, les juges du tribunal judiciaire, qui en décidera en dernier ressort. L'éthique constitutionnelle voudrait plutôt qu'un principe soit énoncé dans la Constitution elle-même, un principe permettant de déterminer de façon certaine si un bien privé peut être exproprié ou pas exproprié par la puissance publique, car confier cette grave décision à la variabilité incessante de la loi ou aux inclinaisons momentanées d'une poignée de fonctionnaires frôle de très près l'arbitraire pur et simple. Donc, nous appliquerons en toute logique 2 points de pénalité pour imprécision grave à cet article 17. En conclusion, nous pouvons déclarer sans exagération que la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, pour ce qui concerne la liberté individuelle, est une sorte de canular qui reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. Toutefois, il convient de préciser que ce texte, replacé dans son contexte historique, représentait effectivement à l'époque une avancée importante sur le plan de l'égalité des droits. Nous avons vu concept sensiblement distinct de celui de liberté individuelle, dans le sens où il mettait fin à l'absolutisme et à l'arbitraire du système monarchique. Il n'en reste pas moins vrai que ce texte, la DDHC, définit surtout les droits et la puissance du nouveau système politique, c'est-à-dire de l'État républicain. Il définit plutôt cela que le champ du possible donné ou laissé aux citoyens ordinaires. En ce sens, ce texte pourrait être avantageusement rebaptisé « Déclaration des droits de l'État républicain sur le citoyen ». En tout cas, il paraît tout à fait trompeur de le présenter encore aujourd'hui comme un texte quasi sacré et d'y faire référence en citant la France, pays des droits de l'homme. En réalité, la France a tout simplement inventé le concept d'État tout-puissant en sacralisant la nation, notamment comme nous l'avons vu, par l'intermédiaire de l'article 3 de cette Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Alors, pour ce qui concerne la notation finale que nous pouvons attribuer à cette partie du bloc constitutionnel, la totalisation des pénalités donne le résultat suivant. 18 points de pénalité pour imprécision, 10 points de pénalité pour incohérence et 3 vétos pour
constitutionnalité. Voilà. Alors, nous en avons donc terminé avec l'audit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera du préambule à la Constitution de 1946. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et donc ça va être l'occasion pour moi et pour nous qui rédigeons cette partie de voir si les conditions, et notamment ce qui est précisé dans cet article 17, puisque quel est-il en sa substance, c'est de dire il y a des cas où la propriété privée individuelle doit être violée, employons ce mot, pour le bien commun. Je vais dire de façon courte. Par exemple, si on veut construire une voie de chemin de fer, une autoroute ou je ne sais quoi, ou un hôpital, eh bien, si ça passe au travers du terrain dont vous avez la propriété privée, bon, l'intérêt public général est en mesure de l'emporter puisque c'est un bien pour la société. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte, qui est que nous allons vérifier justement sur cette notion d'expropriation. Voilà. Bon. Sinon, non, je n'ai rien d'autre à ajouter sur cette question de l'article 17. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christian? Alors, pas énormément de choses à rajouter, ni à ce que j'ai dit, ni à ce que tu as dit par la suite. Je pense qu'il est quand même intéressant de rappeler exactement les termes qui sont employés dans cet article 17. Les termes qui vont justifier, en fait, de l'abolition particulière d'une propriété. On appelle ça une expropriation, enfin on abolit une propriété de façon particulière. C'est dans le cas les quatre mots sont intéressants, d'une nécessité publique légalement constatée. Ça c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que je crois que ça peut servir, ça peut resservir. Enfin, en tout cas, c'est intéressant de l'avoir bien en tête pour dire, voyez ce qu'ils utilisent pour créer de l'arbitraire. Hein? Ils utilisent 4 mots. Nécessité, c'est nécessaire. Public, c'est public. Pour tout le monde. C'est légal. Voilà. Et non seulement c'est légal, mais c'est constaté légalement. C'est-à-dire que il y a une différence entre quelque chose qui est légal, c'est quelque chose qui est légal s'impose. Oui, c'est légal. Non, là c'est légal, c'est qu'il y a des gars qui vont se pencher dessus, évidemment, pas toi et moi, hein, mais des gens qui font partie probablement du système judiciaire, probablement d'ailleurs du siège, hein, c'est-à-dire, ou du parquet, le siège, à ceux qui sont appointés par les deniers publics, et qui vont dire « je constate ». Voilà, nous constatons. Bien, voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit ça le sens. Hein. Pour moi, le sens, c'est légalement constaté, c'est-à-dire qu'il y a une loi spécifique qui est créée pour ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est légalement, ça c'est ce que tu dis, légalement tout seul, donc il faut que ça soit autorisé légalement par le parquet, par les magistrats, ça c'est une chose, mais constater, ça veut dire qu'il faut en plus une loi, donc par les gens qui font la loi, pour dire, oui, ça c'est nécessaire d'avoir, il y a une déclaration, c'est d'ailleurs la notion de déclaration d'intérêt public, je pense, c'est exproprié pour, il y a généralement une loi qui chapeaute cela, je pense. Mais bon, c'est un... Non, mais attends. Non, mais ça, ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant, parce que ça mérite d'être creusé et vérifié. Alors, en première intention, mais je ne suis absolument pas sûr de moi, je dirais qu'il n'y a pas de loi, qu'il y a une enquête d'utilité publique, point. Une enquête d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être désignés, qui vont plancher, qui vont dire, tiens, on va faire une ligne à grande vitesse, là, ou une route à voie rapide, et c'est une nécessité publique. C'est une nécessité publique, et nous, on le constate. Et on le constate
légalement parce qu'on est investi de la légalité. Toi, c'est un petit peu comme le gendarme ou le policier qui dit « je vous ai vu » et puis il n'y a pas de discussion parce que je suis assermenté. Hein, je ne vous ai pas vu en fonction d'une loi, je vous ai vu en fonction de l'autorité qui m'est donnée à moi de faire en sorte que ce que je dis, ça ait force de loi. Hein. Alors, bon, je ne suis pas absolument sûr de ce que je dis, mais du coup, je vais le vérifier, parce que je ne pense pas que pour chaque expropriation, lorsqu'une expropriation a lieu, il y a une loi précise derrière. Bon, il y a la loi, il y a l'article 17 de la DDHC, et puis ensuite, l'article 17, et puis il y a une commission, il y a une enquête d'utilité publique, et tu sais comment ça se passe, l'enquête d'utilité publique quand tu es dans un petit village, tu as un truc affiché à la mairie, voilà, bon, dans enquête d'utilité publique, il y a un gars qui est nommé, c'est un fonctionnaire, alors, bon, il fait une réunion avec les responsables d'associations locaux, bon, on discute un peu, hop, puis ça, hop, c'est emballé. Bon, donc je ne suis pas sûr que derrière, il y ait une loi précise, une loi votée par l'Assemblée, alors, un règlement édicté par un préfet. Le préfet, à mon avis, il intervient a posteriori, c'est-à-dire il dit, voilà, il y a une commission d'enquête qui a planché sur l'extension de trucs, machin, moi, préfet, je dis que, voilà, monsieur un tel et madame un tel qui vont être expropriés. Voilà, mais à vérifier. En tout cas, c'est vrai que aller creuser en profondeur et donc prendre tout simplement des cas, voir un petit peu comment ça s'est passé, ça éclaire sur la façon dont on viole le droit de propriété. Deuxième remarque, mais deuxième point d'appui que je vais appuyer, c'est que je dis dans ma conclusion que cette déclaration des droits de l'homme, finalement, après l'avoir bien décortiquée, on s'aperçoit que c'est plutôt une déclaration des droits de l'État sur le citoyen. Et l'article 17 en est précisément le plus beau fleuron, me semble-t-il, puisque dans l'article 1, on nous indique que la propriété fait partie des droits naturels inviolables, partie des 4 droits naturels, avec la sûreté, la résistance à l'oppression et la liberté, je crois, que l'article 17 rappelle, il remet une couche, il rappelle que la propriété est un droit inviolable, et que le seul qui a le sacré. Oui, sacré, et que le seul qui a le sacré, c'est encore plus qu'inviolable. Tu n'as pas le droit de violer Dieu. C'est même impossible. Tu n'as pas la possibilité, toi, en tant que simple humain mortel, tu ne peux pas violer Dieu. Matériellement, tu ne peux pas. Eh bien, l'article 17 dit, sauf l'État. Donc l'État est au-dessus de tout, il est au-dessus de Dieu. Puisque l'article 1 établit le fait que la propriété, c'est Dieu, c'est sacré, et qu'il y a une entité qui peut contredire cela, et cette entité, c'est l'État. Donc l'État est supérieur à Dieu. Ça va très loin. Voilà. Les contours de cet État, disons, subordonné à la nation, me fait penser à ce que nous avons appelé l'État serviteur dans notre programme. Voilà. Mais nous débordons. Alors, pour ce qui concerne le fait de replacer la DDHC dans le contexte historique, et notamment pour ce qui concerne l'article 17, de dire que, eh bien, au lieu que ce soit le roi qui dit « j'exproprie », bon, ça va être l'État, et donc l'État étant supposé l'émanation, la cristallisation du peuple, du coup c'est le peuple. Voilà. Donc effectivement, ça je pense que nous n'avons jamais contesté, et moi le premier, la DDHC, à l'époque, était un progrès considérable, hein, un progrès du point de vue de l'acquisition par le citoyen de droits nouveaux, vis-à-vis des forces dirigeantes.
Il n'en reste pas moins que, bon, je ne vais pas répéter non plus ma litanie, la DDHC, elle est aujourd'hui intégrée à la Constitution, donc si elle ne convient pas, il ne fallait pas la mettre, il faut la changer, parce que rien n'empêche l'Assemblée nationale ou un référendum par les voix qui sont inscrites d'ailleurs, qui sont indiquées dans le texte de 1958, de procéder à une modification des articles de DDHC. Il procède bien à des modifications de certains articles du texte de 58, donc on peut modifier certains articles de la DDHC. Bon, il y a cet argument-là qu'il faut en permanence ressortir lorsqu'on nous dit « mais la DDHC, c'est fait pour les gens d'il y a 2 siècles, c'est pas fait pour les gens d'aujourd'hui ». C'est le premier point. Deuxième point, c'est que la DDHC, elle a été annexée sous Georges Pompidou, en tant que bloc constitutionnel, elle a été annexée d'une façon, bon, je dirais, qui est pas légale. Hein? Bon, parce que soit on considère que l'annexion au bloc constitutionnel des 3 textes, hein, que sont la DDHC, le préambule de 46 et la Charte de l'environnement, c'est une modification constitutionnelle. Si c'est une modification constitutionnelle, il faut que ça passe par les procédures prévues dans la Constitution de 58, c'est-à-dire par un référendum ou par un vote du Parlement. Bon. Or, pour ce qui concerne les DHC, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, bon, ça a été annexé comme ça en catimini. Alors, il faudrait se repencher un petit peu, ce ne serait pas inutile, ça vaudra pour les 2 textes qui vont suivre, sur la façon dont juridiquement ce texte a été intégré au bloc constitutionnel et donc a acquis valeur de constitution. Parce qu'on aurait très bien pu dire, oui, c'est annexé au bloc constitutionnel, mais ça n'a pas valeur de constitution. Si, c'est bien dit que ça a valeur de constitution. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel s'y réfère pour dire si oui ou non, telle ou telle loi qu'on lui soumet est conforme ou pas. Donc, la question se pose de la validité juridique, de la validité constitutionnelle de l'intégration de la DDHC à la Constitution 58. Bon, ça c'est une question de fond, enfin c'est le fond du fond qui mérite d'être posé. Je veux dire que je n'ai pas planché dessus, mais je vais m'y intéresser pour voir ce qu'on peut en dire. Eh bien, je pense que c'est un chantier que peut mener l'association Recours Constitution, qui est tout à fait dans son rôle dans ce cas-là. Oui, parce que si ça s'avère évidemment que c'est Georges Pompidou qui un matin, en allumant sa cigarette, a dit « Tiens, je vais mettre la DDHC là », bon, si ça se trouve, c'est un truc dans ce genre-là, bon, il y a un problème. Ouais. Et donc, c'est attaquable juridiquement. Je pense que c'est vraiment complètement dans le scope dans le périmètre, pour parler plus français, de l'association Recours Constitution. Je t'invite à le noter sur tes tablettes, comme on l'a noté une autre partie. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Là, on sort un petit peu du cadre du CRC, c'est ce que je veux dire. Alors, on y sort en disant cela, mais on peut y revenir. Non, mais on peut revenir en disant que, finalement, une fois que nous avons bien étudié, nous avons bien fait l'audit de DDHC, on s'aperçoit qu'elle est globalement, mais à 80% contradictoire avec la Constitution de 58. Bon, donc, c'est peut-être un argument aussi, dans le cadre de mémoire en requête purement objectif, de dire ce texte n'a rien à faire dans la Constitution française, tout est contradictoire. Bon, d'une part, ça a été intégré par des voies qui ne sont pas celles d'une révision constitutionnelle, et d'autre part, il s'avère que point par point, les articles sont contradictoires les uns avec les autres. Donc nous nous posons un grave problème. On peut enfin, si l'on suit la voie juridique, qui est normalement l'apanage de l'état de droit, c'est de la dynamite. Et alors, ce qu'on pourrait extrapoler après, comme conséquence de ça, c'est que qu'est-ce qui se passe avec une Constitution française expurgée des 3 textes que sont la DDHC,
même déjà que la DDHC, mais mettons la DDHC, imaginons que la DDHC, le préambule à 46 et la charte de l'environnement soient exclus de la Constitution. C'est un séisme. Parce qu'il n'y a plus aucun principe. Bon, aujourd'hui, il y a des principes qui sont très peu. Il y en a quand même dans la partie première de la Constitution, mais... D'accord, là on anticipe, mais on verra. Anticipe mais ils sont pas de... Enfin, ils sont d'une... Moi je dis qu'il n'y en a pas. Ils sont pas pareils. Enfin, voilà. Mais bon, c'est un débat. Moi je dis que dans le texte 58, il n'y a aucun principe. Mais bon, c'est un débat. Mais la question se pose de savoir, est-ce qu'il reste des principes? Est-ce que la Constitution de 58, expurgée des 3 autres textes, est-ce qu'il reste un peu de principiel dans cette Constitution de 58, oui ou non? Eh bien, c'est un débat que nous ouvrirons et que nous poursuivrons dans les prochaines. Voilà, on a ouvert pas mal de petites portes. On a ouvert pas mal de tiroirs. Voilà, bon, je propose qu'on en reste là pour cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée.